Eh ben, bienvenue à tous, on est hyper content de vous accueillir pour ce premier webinaire animé par Wergo, par Romain et moi, donc Grégoire. Ce premier webinaire, il va porter sur l'utilisation, l'intérêt de l'électromyographie dans le domaine de l'ergonomie et de la prévention des TMS. Alors, le webinaire, il va se dérouler en deux parties. Une première partie de présentation, globalement animée par Romain Terrier, donc vous allez voir juste après. Et puis une partie d'échange, de questions sur la base de tout ce qu'on aura pu vous présenter. Et puis, j'aurai le plaisir de faire quand même quelques petites incursions en tant que démonstrateur. Vous verrez quelques petites blagues. J'aurai l'occasion de faire le mannequin. C'est un rêve depuis le début de ma vie. Donc, ça va enfin se concrétiser aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit et on y répondra plutôt à la fin de ces webinaires. Et donc, je donne la parole à Romain pour l'animation de tout ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Greg, ce webinaire va être particulièrement interactif. Vous pouvez poser vos questions et nous aussi, on va vous en poser à 3 reprises dans le cadre du déroulé de cette présentation. Donc, il s'agit de bien rester attentif pour qu'on en tire tous le maximum d'informations. Donc, il va y avoir une petite phase d'introduction. L'idée, c'est de planter le décor, de bien planter le contexte de l'EMG et de son rôle potentiel dans la prévention des TMS. Et puis après, on va dédier la majeure partie du temps de cette demi-heure à des exemples concrets illustrés en direct. Alors, pour directement lancer les choses, le plus important quand même, c'est de se présenter un peu plus précisément. Pour le moment, certains nous connaissent, mais d'autres ne nous connaissent pas. Pour le moment, vous n'avez que nos noms. Donc, il faut savoir qu'on a tous les deux une formation en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. On a tous les deux un doctorat dans ce domaine-là. On est spécialisé en sciences du mouvement, en biomécanique avec Greg, et tous les deux, on met ses connaissances et ses compétences au profit de la résolution de problèmes ergonomiques à travers la société Wergo, avec un objectif clair qui est la prévention durable des troubles musculo-squelettiques. Donc, on accompagne des entreprises et des institutions dans ce cadre-là. Intéressant aussi d'avoir en tête qu'on a conservé une partie d'enseignement et de recherche. Et ces deux activités, donc l'activité de prestation de services, de conseil et de formation, et l'activité d'enseignement et de recherche, se nourrissent mutuellement. Et donc, on essaye vraiment de tirer tout ça vers le haut, toujours avec une approche scientifique et conviviale, et en essayant de mettre en avant des choses concrètes. Et on va essayer de faire en sorte que ce webinaire soit représentatif de cet état d'esprit. Alors, on va quand même commencer par parler de la sensorimotricité. Ça va être très succinct et très limité, ce que je vais dire là, mais c'est important qu'on sache de quoi on parle. Quand on parle de sensorimotricité, on parle d'un dialogue continu entre le système nerveux central, le cerveau, et puis le système musculaire. Si on veut, encore une fois, en simplifiant les choses, illustrer ce dialogue, on peut dire que le cerveau envoie des commandes aux muscles. Dans ce cadre-là, on parle d'efférence. Et puis, la périphérie, le muscle, entre autres, renvoie également des informations au système nerveux central. C'est pour ça qu'on peut parler de dialogue. Ces signaux-là, on les appelle les afférences. L'électromyographie, qui est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est un moyen de mesurer les efférences, donc les signaux que le cerveau envoie aux muscles pour générer une contraction musculaire et éventuellement un mouvement ou pas. Ça peut être aussi simplement maintenir une posture. Ce signal EMG, donc, qui est l'objet de ce webinaire, il peut servir d'outil d'analyse et il peut aussi servir d'outil pour renvoyer une information, ce qu'on appelle le biofeedback. Aujourd'hui, on va se focaliser sur cette fonction de biofeedback. On fera un webinaire dédié à l'EMG en tant qu'outil d'analyse pour répondre à des questions, mais aujourd'hui, on se centre sur ce fameux biofeedback. Dernier élément de cette phase introductive, pour placer le contexte, c'est quand même important de remettre les choses dans l'ordre et puis de bien avoir conscience que ce n'est pas une nouveauté, cette histoire d'électromyographie. Ce qui est nouveau, c'est de pouvoir le faire partout sans limitation technique ni financière. Le premier qui a parlé, qui a découvert l'électricité animale, c'est Luigi Galvani, donc, qui a été le premier à poser l'hypothèse qu'il pouvait y avoir
une génération d'un signal nerveux interne aux animaux, en travaillant sur des grenouilles, et qui serait à l'origine de la contraction musculaire. C'était une hypothèse. Cette hypothèse, elle a été validée un peu plus de 50 ans plus tard par Émile Dubois-Reymond, et qui a inventé le premier outil de mesure de cette activité électrique interne. Il a parlé d'ailleurs de galvanomètre, en hommage à son prédécesseur. Donc finalement, le galvanomètre, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'électromyographie. Ensuite, on peut citer le grand Sherrington, qui a eu le prix Nobel en 1932 pour, alors c'est très, encore une fois, limité et succinct, mais on va dire pour la description de la circuiterie nerveuse qui avait été découverte par ses prédécesseurs. Et ensuite, pour ceux qui ont eu une formation en STAPS parmi vous, ça va vous parler, Bouisset et Maton. Alors, Bouisset et Maton, si on veut résumer ce qu'ils ont apporté, très simplement, on peut dire que ça a été les premiers à montrer que l'EMG de surface était représentatif de l'activité globale du muscle. On va revenir sur ça si vous le voulez, mais on va encore une fois se concentrer sur les actions concrètes aujourd'hui. Comme on est très modeste avec Greg, on se met dans cette lignée. Alors évidemment, c'est du second degré. L'idée, c'est qu'en 2020, on peut faire de l'EMG partout. Alors nous, on s'est amusé à en faire au bistrot, vous allez le voir après. Cela dit, c'est quand même une perf de faire de l'EMG au comptoir en 2020, parce qu'on n'a eu que 2 mois ciblés pour ça. On n'a plus trop le droit depuis quelques temps. Donc, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment là, pas en train de réinventer la roue. Ce qui est important et intéressant, c'est que ça fait peu de temps que cet EMG est accessible et qu'on peut en faire partout, dans tous les contextes, et notamment en entreprise, pour nourrir les actions de prévention des TMS. Alors, quand je dis ça, il est accessible. Voilà, alors on a fait, je n'aurais pas la prétention pour le coup là, de dire qu'on a fait une revue exhaustive des systèmes qui existent, mais on en a testé quelques-uns, toujours avec cette idée de faire en sorte que ce soit accessible. Et celui sur lequel on s'est arrêté pour le moment, c'est le modèle que vous avez sur l'écran ici. Vous en voyez le prix et le logiciel qu'on va utiliser pour faire des retours de signaux en direct pendant tout le reste de ce webinaire. C'est un logiciel qui est téléchargeable gratuitement. Donc le prix que vous avez là, hors taxe, c'est le prix qui vous permet de faire de l'EMG de qualité, en tout cas de l'EMG tel que ce qu'on va vous démontrer juste après. Je vais vous passer une petite vidéo simplement de ce qu'on a pu faire au bistrot avec Greg en début d'année et que vous avez vu en image tout à l'heure. Vous allez voir en vidéo, là, quand je vais lancer tout ça, que Greg boit sa chope. Je ne donnerai pas l'heure à laquelle a été tournée cette vidéo, ça risquerait de choquer du monde. Et vous avez un trait de synchronisation à côté ici qui permet de savoir, de connaître en temps réel les activités musculaires qui correspondent à la gestuelle, à ce qu'est en train de faire Greg. Et on se rend compte que, il boit une première gorgée, il en boit une seconde, et puis que les activités musculaires mesurées ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est là qu'on va vous porter à contribution pour la première fois de ce webinaire. On va faire un premier sondage. Et ce premier sondage, il va consister à vous demander où est-ce que vous pensez que le capteur était placé pendant cette vidéo. Donc, je vais lancer le sondage, je vais vous laisser 15-20 secondes, et puis on va arrêter ce sondage et on revient prendre la suite de la présentation juste après. Ok, on a laissé une trentaine de secondes. Du coup, on reviendra sur les résultats de ce sondage juste après. Merci d'avoir été actif et d'avoir participé. On va simplement, pour la suite, replacer un peu le contexte et la diapositive suivante, on entrera dans les cas concrets. Simplement, avant d'aller dans ces cas concrets, de revenir sur le sondage qu'on vient de faire,
c'est important de comprendre que là, on va parler donc de biofeedback et de prévention des TMS. L'EMG, ce n'est pas un moyen de prévention des TMS en soi. Par contre, ça peut être un outil de conduite du changement super intéressant, mais il faut qu'il soit intégré à une réflexion plus globale. On va, à travers les exemples concrets, revenir là-dessus et on insistera en conclusion sur cet aspect. Pour ceux qui nous connaissent, ce petit visuel, vous commencez à le voir régulièrement, c'est simplement une illustration des axes de prévention des TMS qui nous paraissent importants. Alors, vous voyez en jaune, en haut, en jaune-orange, tout ce qui est moyen de prévention axé sur des solutions matérielles, des solutions organisationnelles. Et puis en gris, sur le bas de l'illustration, des solutions plutôt axées sur l'humain, sur le comportement individuel. Puis sur l'axe horizontal, quand on est à gauche, c'est plutôt pour réduire la contrainte. Quand on est à droite, c'est plutôt pour compenser la contrainte. On ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Cette illustration, c'est la base d'une méthode de résolution de problèmes ergonomiques qu'on a mise au point et qu'on a diffusée, qui s'appelle la méthode Repère et qui fera l'objet d'un webinaire le 15 décembre. Donc, on aura le temps de revoir tout ça. Ici, on veut mettre l'accent sur quelle peut être la place de l'EMG de surface dans ce schéma de prévention. Quand on est sur les aspects organisationnels, matériels, l'EMG peut servir d'outil d'aide à la décision. On fait une analyse qu'on va quantifier et cet outil d'analyse peut servir à prendre une décision d'investissement, par exemple, une décision de modification de poste de travail. Quand on est plutôt sur le comportement individuel, eh ben c'est là que le biofeedback prend tout son sens, et vous avez bien compris que c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est d'essayer de faire prendre conscience, d'influencer le comportement durablement, parce qu'une grosse partie de la prévention, sans dire que c'est uniquement ça, mais une grosse partie de la prévention dépend de comportements individuels. Alors maintenant, si on revient sur le sondage qu'on a fait juste avant, si on revient sur ce sondage que je vais essayer de retrouver. Voilà, vous devez avoir sur votre écran ici un partage des résultats de ce sondage. On voit d'emblée qu'il y a des réponses qui sont un peu distribuées. Ce n'est pas hyper clair, ce n'est pas hyper intuitif de savoir où était posé le capteur dans le cadre de cette vidéo. Alors, en 1, on est sur le coude. Il se trouve que c'est la bonne réponse. Donc, c'est très bien. En deux ex aequo, on a les légendaires biceps de Greg. Donc, il y en a quelques-uns qui ont adhéré à la petite blague qu'on a voulu faire. Et puis, on est à position égale avec les épaules. Il y a quelqu'un qui nous dit que le capteur était placé sur les cervicales. On a 5 réponses pour la paume de la main et puis 2 pour le bas du dos. Donc, on voit que ce n'est pas forcément intuitif. Et donc, on était bien sur le coude, sur l'extérieur du coude. Et là, je vais laisser la parole à Greg
Voilà, parfait pour cet premier exemple hein, de casser des idées reçues. Et encore une fois, on a vu que ce n'était pas si simple que ça de savoir où était placée l'électrode. Si on fait un deuxième exemple concret, alors là, on est dans le cadre d'une opératrice que vous voyez sur l'écran. Cette opératrice se plaint de douleurs musculaires au niveau des trapèzes supérieurs, donc sur le dessus des épaules. Et donc, eh ben, la question qu'on va vous poser là, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une des deux configurations que vous voyez sur l'écran qui est mieux que l'autre? Je vais lancer le sondage. Le second sondage, on va lancer tout de suite. Et vous allez pouvoir répondre à cette question. Donc, quelle est la posture qui vous paraît préférable pour quelqu'un qui se plaint de douleur au niveau des trapèzes supérieurs? Est-ce que c'est, il n'y a pas de différence? Est-ce que c'est assis? Est-ce que c'est debout? Et puis, une quatrième option possible. OK, donc on met fin au sondage. Donc on voit qu'encore une fois, il y a des résultats partagés. Je vais les partager d'ailleurs avec vous, mais vous n'êtes pas tous d'accord. Alors, debout pour la majorité d'entre vous, 44%, 23 personnes. Pas de différence pour 13 d'entre vous. Il n'y en a plus que 3 qui nous suivent dans nos petites blagues et qui pensent que pour Greg qui fait 1m58, et encore, c'est ce qui est écrit sur son passeport, il a triché un petit peu, que du coup pour lui, ça ne change rien. Et puis vous êtes 13 à penser, un quart, qu'il n'y a pas de différence entre les deux postures. Donc on voit encore une fois hein, que ce n'est pas forcément évident, qu'il y a encore des messages à faire passer, et pourtant il y a une réponse très claire. Cette réponse très claire, c'est la réponse majoritaire quand même, parmi vous, c'est la posture debout. Alors avant de passer à l'illustration en direct, vous allez pouvoir voir que sur cette personne, donc en vert ici, on a l'activité de son trapèze droit, en bleu, on a l'activité de son trapèze gauche. Dans la fenêtre ici qui est encadrée en orange, on a les niveaux d'activité musculaire qui correspondent à la posture assise. Quand elle se met debout, elle fait exactement le même travail, à la même cadence, même rendu, même qualité. Eh ben, on a ce niveau d'activité musculaire et tout simplement, la différence entre les deux, c'est 80% de baisse d'activité. Donc, on voit qu'on est ici, qu'on a un outil fort pour essayer d'inciter à un changement comportemental. Entre venir voir cette personne et lui dire « tu devrais alterner les postures, tu es tout le temps assise », il ne s'agit pas de lui dire d'être tout le temps debout, mais tu es tout le temps assise, il faudrait que tu te mettes un peu debout parce que c'est mieux, et puis en lui prouvant sur elle-même ce que ça peut apporter, eh ben, forcément, ça change un petit peu la donne. Alors là, on va revenir sur la vidéo. Je vais remettre le beau Greg en vidéo. Et puis, je vais partager de nouveau l'activité musculaire. Cette fois-ci, il a changé la position des capteurs et les capteurs sont positionnés sur ses trapèzes. Donc là, on va voir, je vais continuer à parler parce que manifestement, on ne l'entend pas très bien, il est un peu plus loin du micro. On voit l'activité de son trapèze supérieur droit quand il travaille sur son ordi assis. Donc, vous voyez le niveau d'activité musculaire. Et puis, il va pouvoir passer debout. Alors, parce que là, il a une plateforme hein, qui lui permet de le faire. Mais quand il se met debout, on voit qu'il n'y a plus du tout le même niveau d'activité. Encore une fois, l'idée, c'est absolument pas de dire qu'il faut tout le temps être assis ou debout, mais la plupart des gens qui se plaignent de douleurs au niveau des trapèzes de manière récurrente sont des gens qui travaillent tout le temps assis, ou en tout cas, si ça concerne quelqu'un qui est tout le temps assis, ça vaut le coup d'essayer d'intégrer des phases de travail debout, et pour ça, il faut pouvoir le convaincre, parce que ça va dépendre de son comportement, et l'acceptation de la réalité qu'il y a derrière ce conseil, de la réalité physiologique, est beaucoup plus forte grâce à ce type de biofeedback. On va pouvoir enchaîner en espérant que tout est clair. On va pouvoir enchaîner. Donc là, hein, c'était
un petit clin d'œil à Greg qui nous a montré l'activité de ses muscles en direct. Donc, on était sur le live qui a permis d'illustrer cette incitation au changement comportemental durable. Troisième exemple concret, et ça va être le troisième sondage, le troisième vote qu'on va vous proposer. Ça, c'est une situation, la situation 1 de Greg qui travaille assis devant son ordi. Ici, c'est la situation 2. Et donc, on va lancer un troisième sondage, tout simplement pour… Donc là, on était sur les résultats du premier sondage. On va simplement lancer un sondage pour que vous nous disiez, à votre avis, dans quelle situation les trapèzes de Greg sont les plus sollicités. Donc, soit vous pensez qu'il n'y a pas de question de trapèze puisque Greg est carré, soit vous pensez que c'est dans la situation 1 que ces trapèzes sont les plus sollicités, soit vous pensez qu'il n'y a pas de différence, soit vous pensez que c'est la situation 2 dans laquelle ces trapèzes sont les plus sollicités. Je laisse un petit peu de temps. OK, on est quasiment tout le monde à voter. Allez, on va mettre fin au sondage. Et puis, je vais vous partager les résultats tout de suite. C'est peut-être une phase que j'ai oubliée tout à l'heure. Je m'en excuse. Alors, ici, il y a de nouveau 6 personnes qui suivent nos petites blagues pas lourdes du tout. Il y a 6 personnes qui pensent que la pire situation pour les trapèzes, en tout cas celle qui sollicite le plus les trapèzes, c'est la situation 1. La majorité d'entre vous pensent qu'il n'y a pas de différence. Et puis, il y a 14 personnes qui pensent que la situation 2 est pire. La bonne réponse, c'est la dernière, la situation 2. Donc, vous êtes un quart à avoir identifié cette bonne réponse. Tout simplement, alors je vais arrêter le partage des résultats et on va revenir sur l'écran, tout simplement parce qu'à l'œil nu, on voit quasiment pas de différence. Seulement, si vous regardez bien la position de l'avant-bras de Greg, dans la situation 1, il est complètement reposé sur l'accoudoir. Dans la situation 2, on ne peut pas dire qu'il a les bras en l'air. Simplement, il est à peine 1 centimètre au-dessus de cet accoudoir. Et du coup, on a un maintien des bras en élévation. On n'a pas d'appui des avant-bras. Et donc, une partie du poids du membre supérieur est supportée par les trapèzes. Et donc, l'idée là, c'est toujours pareil, le biofeedback EMG, il peut servir à rendre quelque chose qui est invisible à l'œil nu. On a pris comme exemple là, parce que Greg est en pleine période de travaux, et c'est un maçon du cœur, on a pris comme exemple une caméra thermique. Donc cette caméra thermique, à l'œil nu, on ne peut pas voir où il y a des perditions de chaleur dans cette maison. Quand on place la caméra thermique, ça vient révéler les zones où il y a un manque d'isolation. Et bien là, on va le voir encore une fois en direct juste maintenant, que des choses qui sont presque pas perceptibles à l'œil nu, on l'a bien vu dans les résultats du sondage, sont révélées par ces fameux signaux. Et encore une fois, ça peut servir de prise de conscience. Alors, hop. On va revenir sur tout ça. Tac, tac. Donc là, on est toujours sur l'activité musculaire du trapèze de Greg. Je pense que l'écran doit être partagé. Je vais relancer la vidéo. Vous allez pouvoir le voir. Donc là, on est sur Greg qui doit avoir les avant-bras reposés, qui est bien détendu. Donc on voit que l'activité de son trapèze n'est pas très importante. Et puis, vous allez voir, il va à peine décoller. Hein, vous voyez sur la vidéo, vous ne devez pas avoir plus de différence que vous en voyez sur la photo tout à l'heure. Et vous voyez que ce n'est plus du tout le même niveau de recrutement du trapèze. Donc là, encore une fois, et là, il vient de reposer son avant-bras. Vous voyez que sur la vidéo, vous ne voyez pas beaucoup de différence. Sur le niveau de recrutement musculaire, ce n'est pas la même chose. Et donc, ça peut servir de prise de conscience pour les gens qui sont concernés par ce type de problématique, quand c'est possible de pouvoir reposer les avant-bras, ce qui n'est pas toujours le cas.
on va revenir sur notre fameuse présentation. Hop. Donc là, on était sur le troisième cas concret. On va en faire un dernier avant de conclure et de passer aux questions-réponses. On pense aussi que ce biofeedback EMG hyper simplement accessible peut permettre de dépoussiérer des formations gestes et postures ou PRAP. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon à prendre dans ces formations-là, hein. Au contraire, il y a plein de choses, mais pour augmenter l'adhésion des gens et pour rendre ces formations plus attractives, on pense que le biofeedback EMG, sans être une solution, encore une fois, miracle, ça peut être une plus-value importante. Donc là, cette fois-ci, Greg a positionné, vous allez voir, le capteur au niveau de la charnière dorso-lombaire. Et puis, on va un peu illustrer les conseils classiques et très logiques, hein, qui consistent à dire qu'il faut essayer, quand on fait du port de charge, de tenir la charge le plus près possible de soi. Et puis, si on a un carton avec une forme asymétrique, rectangulaire, plutôt le porter de manière à ce que le centre de gravité soit le plus proche de soi. Donc ça, c'est des conseils très classiques, mais qu'on peut rendre beaucoup plus accessibles avec le biofeedback. Hop, on revient sur le partage d'activité musculaire. Cette fois-ci, on est sur la région lombaire. On relance la vidéo. Et là, vous allez voir Greg qui va prendre une petite charge, comme il peut prendre en soirée de temps en temps, donc près de lui. Et quand il l'éloigne, on voit déjà qu'il y a une petite différence d'activité musculaire. On va zoomer un petit peu. Reviens près, Greg. On est comme ça. Quand il éloigne la charge, il y a un petit peu plus d'activité musculaire au niveau des lombaires. Si maintenant il charge beaucoup plus, ce qui peut lui arriver aussi en soirée, on voit que là, quand il est loin, il y a énormément d'activité au niveau lombaire. Quand il se rapproche, beaucoup moins d'activité. Et finalement, quand on est prêt, quand on charge proche de soi, quand on porte proche de soi, il y a très peu de différence entre une activité au niveau lombaire, entre l'activité musculaire quand on porte une charge faible ou une charge plus importante. Et la différence est beaucoup plus marquée quand on porte une charge lourde. Super. Tac, tac. Et on revient ici. Donc voilà pour les exemples concrets. Et avant d'en arriver à la conclusion, simplement avoir bien en tête que là, on a illustré des choses, des exemples concrets dans le domaine de la prévention des TMS. Et dans tous les exemples qu'on a montrés, on cherchait à viser une diminution du recrutement de l'activité musculaire. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, l'objectif, c'est d'augmenter le recrutement musculaire. Là, je pense beaucoup aux utilisations du biofeedback EMG dans le milieu de la kinésithérapie. Hein. Je pense que parmi vous, il y a quelques kinés. Souvent, le biofeedback EMG, dans ce cas-là, son objectif, ce n'est pas de réduire l'activité musculaire, mais c'est plutôt de favoriser un recrutement musculaire, c'est plutôt augmenter cette activité musculaire. Dans le cas des lombalgies chroniques et du déconditionnement musculaire associé, ça peut être le cas d'ailleurs. Dans tout ce qui est reprogrammation neuromusculaire, post-traumatologie et éventuellement après une immobilisation articulaire, ça peut être intéressant. Hein. Vous êtes sûrement quelques-uns à nous avoir déjà entendu parler de resollicitation, reprogrammation neuromusculaire sur une cheville instable. Là, le but, c'est d'aller redonner la capacité au cerveau à recruter les muscles stabilisateurs latéraux. Quand il s'agit de recruter le transverse abdominal, ce qui peut être intéressant dans différents domaines, ou dans le cadre de la rééducation périnéale, c'est pareil. L'idée, c'est de permettre de renvoyer un signal, un biofeedback, qui permette aux patients de retrouver le chemin, le bon chemin, pour que son cerveau puisse aller activer le muscle ou le groupe musculaire cible. Donc, ce n'est pas toujours une baisse d'activité qu'on recherche, c'est intéressant, et ça nous permet de conclure là-dessus. Ce qu'il faut retenir de cette petite présentation, c'est que le biofeedback EMG, c'est une technique accessible, simple d'utilisation, donc accessible d'un point de vue financier, simple d'utilisation, et avec de nombreuses applications concrètes dans la lutte contre les TMS. Par contre, attention, ce n'est pas un outil miracle, on l'a dit à plusieurs reprises, et son utilisation, elle doit être intégrée dans une réflexion qui est plus large, qui nécessite souvent un accompagnement. Il faut pouvoir se fixer des objectifs clairs, et puis de là, savoir dans quel sens, déjà savoir si le biofeedback EMG a un intérêt ou non, des fois il n'a pas d'intérêt, et puis s'il a un intérêt, pouvoir se dire dans quelle direction les signaux doivent aller.
L'idée d'être accompagné, de se poser les bonnes questions, d'essayer de se poser toutes les bonnes questions et que des bonnes questions, et de se fixer des objectifs prioritaires, c'est l'objectif justement de la méthode rationnelle de résolution de problèmes ergonomiques qu'on a appelée la méthode repère, qu'on a développée chez Wergo et qu'on diffuse dans de nombreuses entreprises et institutions, comme on le disait au début. Et cette méthode fera l'objectif d'un prochain webinaire sur le même type de format le 15 décembre, donc vous verrez passer de l'information là-dessus. Mais vous verrez que dans le cadre on fera les liens avec le biofeedback EMG et pas que ça, dans le cadre de cette méthode.